Drôle de nuit à Retro City. Le genre de soirée où ton instinct te dit que quelque chose de pas cool risque de t'arriver. Depuis que je suis devenu détective, j'ai appris 2 règles. La première, toujours écouter son instinct. Ça coûte pas plus cher et ça maintient en vie. La deuxième, c'est qu'en général, je ne suis jamais le premier conseil. Alors me voilà, devant ce drôle de bâtiment en ruine, vestige du 21e siècle, sans avoir aucune foutue idée de pourquoi je suis là. Sur le mur de la bâtisse, un drôle de graffiti, une simple phrase, énigmatique. École des facs. Mais putain, dans quoi je me suis encore fourré? Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir, Linball n'est pas un sport méconnu mais un photojournaliste canadien et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques au sujet variés parlant technologie et ou vie numérique. Ce soir on va parler tech lassitude et Europodcast avec en première partie Flash Thompson. Bonsoir Flash T. Bonsoir, énergie et bonheur aujourd'hui. Alors toi tu sens qu'il y a un petit coup de mou dans l'enthousiasme des fans de tech. Je sens une vergence dans la force. Une vergence. Ouais. Et en deuxième partie, ce sera François Courtis qui nous parlera des top podcasts d'iTunes en Europe. Bonsoir François. Bonsoir et bonsoir à tous les hommes. Un sujet intéressant que tu vas aborder ce soir. Ce jour, ça dépend quand on écoute. Avec nous dans le studio virtuel, Kepra. Bonsoir Kepra. Bonsoir, vivement les vacances. Loise. Bonsoir Loise. Bonsoir à tous et à toutes. Ah, t'as volé la réplique de Sous-X. Bonsoir Sous-X, maintenant que vas-tu dire? Improvise. Salut tout le monde et bientôt Noël. Alors on démarre directement avec toi Flash T, ta chronique sur les consommateurs de tech sont-ils blasés? Ok, putain, allez on y va, on est bon, on va y arriver. Allez, 1, 2, allez, chaud. Tech lassitude. Alors, les consommateurs de tech sont-ils blasés? En fait, ces derniers temps, on va dire depuis 2 ans à peu près, j'ai la sensation qu'on a une putain d'évolution en cours en matière de tech. D'ailleurs, l'école des facs, c'est un peu le témoin de ce monde qui bouge à une vitesse dingue. Et on voit que les IA, la VR, la robotique, la finance, etc., n'est-ce pas Loise, l'argent, oui, sont en train de rentrer dans une ère futuriste complètement ouf. Et dans le même temps, on n'arrête pas de compter les bad buzz, les scandales, les mécontentements sur ces mêmes évolutions. Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont blasés? Est-ce que c'est parce qu'on a une génération de petits, comment dirais-je, d'enfants gâtés qui ne se satisfont pas de ce qu'ils ont? Je me suis posé la question. J'ai pris mes petites mains, mes petits doigts, un Google Form, et j'ai proposé à mon entourage un questionnaire dont l'objectif était de déterminer leurs avis sur la technologie, enfin la high-tech. Du coup, j'ai posé quelques questions comme qu'est-ce qu'ils pensaient du monde de la tech, pour eux, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'ils pensaient de la VR, de l'iPhone X, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça. Et les résultats sont assez intéressants. Déjà, un point positif, 55% des répondants pensent que la tech, c'est un monde immense et super intéressant qui évolue sans cesse. Donc on a une population qui est majoritairement pro high-tech, qui trouve ça cool, qui est fan, ça l'intéresse, qui se renseigne, etc. Et pourtant, on a 44% des gens interrogés qui pensent que la VR, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. 55,4% des mêmes personnes expriment un avis négatif sur l'intelligence artificielle et la robotique. Alors par avis négatif, il y en a qui disent que c'est carrément un truc qui est nul et qui marchera jamais, et d'autres qui sont un peu plus circonspects, se posent des questions sur est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça. Ensuite, plus de 70%, et ça c'est quasiment un plébiscite, ou l'inverse d'un plébiscite, je sais plus comment on dit, bref,
expriment un avis négatif sur l'iPhone X. Notamment sur le rapport alors, on en a parlé, beaucoup de gens en ont parlé, c'est le rapport innovation-prix. On a un téléphone aujourd'hui qui coûte le prix d'un ordinateur de très haute gamme, et qui permet d'avoir un emoji caca qui parle, et de se faire agresser dans la rue pour pouvoir avoir ton visage qui débloque ton téléphone. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et 70% des personnes expriment un avis négatif sur le Black Friday, qui pourrait être une forme de manipulation commerciale. Alors on parle de Black Friday, mais il y a d'autres choses comme ça. Donc le Cyber Monday, par exemple, qui a aujourd'hui. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Donc la question, c'est comment des personnes qui sont aussi intéressées et fans d'un sujet peuvent se montrer aussi critiques face à ce même milieu qu'ils chérissent pourtant au fin fond de leur petit cœur de geek. Alors selon moi, il y a 3 théories qui s'affrontent. D'abord, les gens qui sont déçus par les dérives mercantiles de la tech. Pour beaucoup de gens à qui j'ai parlé pour le coup en conversation classique, tu vois, des échanges au travail avec des amis. Franchement, je suis pas un institut de sondage, donc vraiment, je suis vraiment allé à la rencontre de mes proches, quoi, de mes potes. Hashtag les gens. Hashtag les gens. Combien t'as recueilli de réponses, du coup ? 3 millions. 3 millions de réponses. À plus ou moins 2 999 990. Je savais que t'étais un influenceur, mais à ce point-là... C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'influence dans les milieux autorisés. D'accord, ok. Et interlope. Bien sûr. De derrière les fagots, parce que j'aime bien dire de derrière les fagots. Alors, donc pour beaucoup de gens, aujourd'hui la tech c'est de plus en plus de marketing et de moins en moins d'innovation. Alors on en parlait pour l'iPhone, mais on peut en parler aussi dans le monde du jeu vidéo, avec des consoles qui sortent, qui prétendent être pushing the boundaries, tu vois, et qui finalement te fournissent une expérience qui est parfois déceptive. Parce que les jeux sont pas finis, etc., pour des raisons mercantiles il faut sortir le jeu à cette date, etc. Bref. Il y a aussi un ras-le-bol au moment de passer à la caisse, c'est-à-dire que les gens, ils passent tout le temps, ils sont pas obligés, mais quand on est fan d'un milieu, on a envie de posséder des objets, et on se rend compte tous les ans, toutes les semaines, on finit par repasser à la caisse pour avoir une version upgrade de son outil. Et puis on a du mal à accepter d'être juste des consommateurs, en fait. Je pense que on a l'impression, d'être un peu des vaches à lait, alors... Peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que le dernier iPhone ou la dernière Xbox, c'est une manière de nous soutirer des sous et nous on n'a aucun impact là-dessus. Le produit est pas vraiment fait pour nous. On est fait pour le produit plus ou moins. Et ensuite, la deuxième théorie, c'est l'innovation va trop vite. En fait, on se rend compte qu'il y a des cycles d'innovation de plus en plus courts. Par exemple, les smartphones. Aujourd'hui, on a un smartphone tous les ans. Les consoles qui avaient des cycles de vie de 6-7 ans, aujourd'hui, c'est des consoles tous les 2 ans. Les montres connectées, je connais plein de gens qui en ont acheté plusieurs à 6 mois d'écart, tu vois. Qui sont un peu, des fous malades des montres connectées, alors que on sait bien que la montre connectée, on s'en bat les steaks, mais bon, bref. Et en fait, on a l'impression que il y a le buzz sur un produit, qu'il faut avoir le produit, et que le buzz il est renouvelé tout le temps, et c'est un flux qui s'arrête jamais. Et les gens sont un peu déboussolés. Et ensuite, je pense que la troisième théorie qui peut expliquer ce désamour pour le monde de la tech, c'est l'augmentation des attentes. Je veux dire, à une époque où on n'avait pas la voiture, dire on va faire une voiture qui peut rouler 10 km en faisant un bruit un pétarade et qui explose et qui fait chier tout le monde, on dit putain c'est magnifique, la voiture automatique, tu vois, la voiture... on n'a plus besoin d'avoir un cheval pour se déplacer. Alors qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à voir des choses qui changent le monde tous les ans, tu vois, qu'en fait, ça change plus notre monde, en fait. On est un peu lassé, un peu comme il y a la super-héros fatigue avec tous les films de super-héros qui s'enchaînent tous les ans. Là, je pense qu'il y a une technologie fatigue qui fait qu'on est peut-être moins intéressé. En fait, les gens attendent de plus en plus de choses des constructeurs, et les constructeurs ont de plus en plus de mal à répondre à ces attentes qui sont un peu trop hautes. Alors moi, ça c'est mes théories, c'est mes avis de grands chercheurs devant l'éternel. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est vous, les amis, est-ce que vous pensez déjà que les fans de tech sont blasés, et pourquoi ? Kepra, quelle est ta réaction à ce sujet ? Alors je regrouperais bien le ABC, les 3 points évoqués, les 3 théories en une, qui rentrent en tout cas dans une, qui est qu'il y a une information qui est aussi de plus en plus importante, rapide et qui se diffuse partout.
Et donc, au-delà de simplement le buzz, c'est que auparavant, ne serait-ce qu'à l'époque où l'iPhone initial, par exemple, est sorti, même s'il y avait de l'information qui circulait, c'était pas aussi accessible à tous et donc il y avait aussi plus de surprises. Là, c'est vrai que on a des produits au-delà des cycles d'innovation qui clairement sont de plus en plus courts. On est au courant un peu de tout ce qui va se faire. Il y a beaucoup de fuites aussi. Il y a beaucoup de fuites. On n'attend pas forcément la surprise et il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps pour des moments où Steve Jobs, paix à son âme, nous sortait réellement un One More Thing qui était un peu une surprise. Là, aujourd'hui, avant même que les annonces soient faites, on est au courant et les articles disent concrètement, avant même la sortie, au final, on verra à la prochaine génération. Donc, je pense que ça n'aide pas. Et c'est vrai que tout ça est lié aux dérives. C'est pour ça que je disais que c'est un peu le regroupement des trois. C'est-à-dire qu'il y a des attentes qui augmentent parce que les gens sont de plus en plus informés, ils savent très bien ce qui se passe, tout est analysé, pré-analysé, post-analysé, ils ont des avis sur tout. L'innovation va très vite, comme on le disait, et les dérives mercantile parce qu'on sort des itérations, des réitérations. Donc ça, je pense que c'était le point aussi par rapport à l'innovation qui va trop vite, c'est que c'est pas forcément des vraies générations à chaque fois, c'est qu'on fait des itérations pour réussir à vendre je pense à une compagnie qui n'a pas de pignon sur rue auprès du grand public, mais OnePlus qui sort non pas un téléphone par an, mais qui maintenant en sort un tous les 6 mois et qui du coup profite des annonces des concurrents pour se dire voilà, je saute sur l'occasion et je sors un téléphone avant la fin de l'année. Donc c'est vrai qu'il y a ces dérives qui vont un peu dans tous les sens. Voilà, je suis plutôt d'accord sur le fait que nous aurions tendance à être blasés. Moi, je suis globalement aussi en phase avec vous. Je pense qu'il y a quand même encore moyen de s'émerveiller, d'avoir de la surprise. J'ai suivi un peu de loin, mais l'événement Tesla, où ils ont présenté les camions, leurs deux gros porteurs, enfin un très gros camion et puis un peu plus petit. C'est quoi, c'est le Semi qui s'appelle? C'est le Semi, ouais. Et il y avait une rumeur, mais la rumeur était pas plus que ça, contrairement aux fuites qu'on peut avoir sur l'iPhone où on a quasiment toutes les specs juste avant la conférence. Il y avait une rumeur sur le retour du Roadster qu'ils ne pouvaient pas ne pas faire un nouveau Roadster étant donné que le Roadster c'était leur tout premier véhicule et que c'était un truc vieux qui ne le vendait plus. Et ils ont présenté un nouveau Roadster qui fait apparemment rêver les fans de bagnoles. De grosses voitures, de supercars, de hypercars même. Donc non, je pense qu'il y a encore moyen aujourd'hui dans la tech d'être un peu émerveillé, même si la tendance globale c'est à l'exigence, au manque d'attente, et c'est plus que de trop grosses attentes. Je pense que les gens n'attendent plus, vu qu'ils savent tout en avance avec les fuites. La photojournaliste du coup. Pas forcément. Kepra, tu veux réagir à ça? Juste par rapport à Elon Musk, c'est vrai que c'est le paradoxe, je trouve, c'est qu'il y a un élément de cette présentation. Donc le Roadster, en effet, c'était pas sûr et certain, mais il y a un élément à propos de ce Roadster qui n'a pas été évoqué, alors que si ça se fait, ce sera pour le coup un peu une révolution. C'est qu'il a placé comme ça notre cher Elon Musk dans une phrase. Ouais, il se peut que parmi les options du véhicule, il y ait la fonctionnalité de voler. Ouais, il a dit selon les évolutions des normes, c'est possible qu'on en fasse un volant parce qu'on utilisera nos technologies de SpaceX en les adaptant un peu à l'automobile et puis on fera voler le Roadster. Putain, ce mec c'est Tony Stark. C'est ça, c'est clair. Le Tony Stark sud-africain. C'est ce qu'il cultive. Sous X, quelle est ta réaction à la chronique de Flash T? Putain, ma réaction elle est tellement énorme. On va prendre. On n'a pas demandé ton érection. Ta réaction. On va prendre les 3 points dans l'ordre. Alors, déçu par les dérives mercantiles de la tech, mais mec, tellement. Déjà, tu prends Samsung. Samsung, ils disent, écoutez, on peut faire un écran avec des bords courbés
et ça va être génial. Non, les mecs, c'est pas génial. Si vous n'avez pas pensé à l'utilisateur, c'est de la Déjà, merde. avec les bords pas courbés, il y a des gens qui galèrent avec les doigts qui dépassent Voilà. de chaque côté. et qui Tu veux font, parler du X, X? Ah mais je parle de tout. Je parle de tout. Tu parles des dérives. Donc, Oui, quand même. voilà, c'est pas parce que tu peux le faire que ça a un intérêt de le faire. Tu parles du Black Friday qui est devenu un Black Week. Je suis entièrement d'accord avec toi. Au final, c'est un point qui est totalement hors sujet dans la chronique pour moi. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est devenu une semaine en fait de soldes monstrueuses, et encore monstrueuses. Je pense qu'on se fout totalement de notre gueule au niveau des prix. C'est-à-dire que les prix sont gonflés avant, mais ça c'est mon côté capitaliste et commerçant qui réagit. Si on passe au point numéro 2, l'innovation va trop vite. J'ai envie de te parler de l'iPhone X, effectivement. 10. 10, comme tu veux. Comme tu veux, c'est pas un souci. iPhone 10. Vrai reconnaissent vrai. Hein. Toi-même, tu sais. L'iPhone 10 et plein d'autres téléphones qui sortent chaque année, et Kepra le dit, il y a un OnePlus en fait qui sort tous les 6 mois. Au final, il y a pas vraiment d'intérêt à acheter le nouveau tous les 6 mois ou tous les ans, parce que l'innovation est très 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 minime. Quel est l'intérêt d'acheter l'iPhone 10 par rapport à l'iPhone 8? C'est quoi? C'est le Face ID? Parce que l'écran borderless en soi n'est pas... La réalité augmentée, elle est possible dans le 8 déjà ou pas? Bah oui. Il me semble que oui, hein. Ils ont fait la démo avec le 8? Je sais plus. Il me semble, Ok, ouais, donc il me semble bien pas que des masses oui. d'intérêt à part faire des emojis caca qui parlent. Il semblerait même que les emojis caca soient faisables depuis l'iPhone 8. Certains ont testé ça et ça n'était pas lié réellement à la dizaine de capteurs présents sur l'iPhone Dans le notch. X. Non, mais c'est vrai, ça, qu'en fait, ils ont vendu une évolution qui est en fait software, tu vois, c'est une appli, en fait. Ils nous ont vendu Snapchat, en fait. Ils ont dit, ah ouais, mais en fait, Ouais, 1329 c'est ça. €, t'as Snapchat. En gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est un peu que l'innovation est un peu trop incrémentale et qu'ils font pas. Ils devraient plutôt espacer les sorties pour qu'on ait un peu plus de surprises. Bah, évidemment. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu fais un spectacle et un show pour dire c'est le futur, il faut que ce soit le futur. Si tu veux, le Face ID, c'est un truc qui existe depuis au moins 5-6 ans, facile. Ouais, mais pas comme ça. Non, pas comme ça. Je suis Pas d'accord. design. Je suis Je l'avais d'accord. sur mon Windows 8, je crois. Je suis entièrement d'accord. Ça n'existe pas comme ça avec cette réactivité-là, mais c'est pas une nouvelle technologie. C'est une technologie qui a si, été justement. améliorée. C'est une nouvelle technologie d'identification faciale. Oui, mais tu vois pas un Utilise téléphone d'autres là-dessus. choses que ce qui était utilisé avant. En fait, c'est un nouvel usage qui sera possible potentiellement, et c'est là où c'est vraiment une révolution éventuelle. C'est d'ici quelques années, si ça se démocratise, c'est tes paiements qui se font juste en regardant ton téléphone. C'est pas tant le Face ID pour débloquer son téléphone, et c'est ça le... Alors, ça sera pas dans des années, hein, ça sera dans 6 mois, parce qu'en fait, avec l'API, les applications bancaires, elles ont déjà la possibilité de remplacer le login et le mot de passe par le Touch ID, il y a l'API Touch ID, et l'API Face ID, c'est même pas dans 6 mois. Hein. Non, mais ce que je voulais dire par révolution, c'est justement que eux, ils le lancent comme ça, et les quelques acheteurs, qui représentent quand même quelques millions de personnes, avec l'iPhone X 10, l'utiliseront dans quelques mois. Mais là où ça devient une révolution, c'est si, par cet usage initial, les autres acteurs font des systèmes similaires et qu'on se retrouve dans quelques années, une fois que tout le monde a déployé la même chose, à payer via son mobile uniquement en le regardant plutôt que en tapant des codes, etc. Donc en effet, et je voyais des avis comme ça qui étaient, c'est de la même manière que certains aspects de l'iPhone premier du nom n'étaient pas en soi révolutionnaires, mais il a ouvert la porte à travers les C'est différentes... une boîte à outils. Tout à fait. Et juste pour finir, Flash T, tu parlais des jeux qui sont
pas fini. Et je pense qu'on en arrive en fait exactement au même point que sur PC et justement la tendance actuelle sur les consoles, c'est-à-dire que effectivement on sort des évolutions de consoles toutes les 2 ans qui sont plus puissantes. Les développeurs en fait ne finissent pas leur jeu et cet apport de puissance en fait permet à ces mêmes développeurs de laisser certains bugs de codage acceptables parce que la puissance en fait de la machine va rattraper exactement le manque d'optimisation. Exactement, ouais, tout à fait. Loise, qu'avais-tu à dire sur la blasitude dans la technologie ? Alors déjà, je voulais dire bravo à FlashT d'avoir fait ce questionnaire et d'avoir eu une démarche scientifique pour faire sa chronique. C'est vachement bien d'avoir tous ces chiffres et d'avoir réussi à mobiliser autant de gens pour répondre à ce formulaire. Moi, je vais juste challenger les 3 théories de manière assez bourrine. Je m'en excuse par avance. Sur la première, qui est est-ce qu'on est déçu par les dérives mercantiles de la tech ? Moi, j'ai l'impression que l'informatique, ça a toujours coûté cher, en fait. Dans les années 90, c'était pas donné à tout le monde d'avoir juste un ordinateur à la maison. Et j'ai quand même l'impression que le marché de l'informatique ou de l'électronique a vachement suivi le modèle de l'alimentation. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, on a fait la course à ce que tout le monde puisse consommer la même chose. Et que jusque la fin des années 2000, début des années 2010, le but c'était juste d'avoir le truc le moins cher. Et puis l'iPhone est arrivé, entre autres, et les gens ont commencé à vouloir des choses de meilleure qualité et donc de payer plus cher. Mais et du coup, les prix en moyenne ont augmenté. Mais aujourd'hui, si vous voulez utiliser un téléphone pour faire le basique, donc j'enlève l'appareil photo et les jeux vidéo, vous pouvez largement le faire avec un téléphone à 200 balles, quoi. Mais pourquoi les gens veulent pas acheter un téléphone à 200 balles ? Parce que le téléphone, c'est comme une montre, c'est un signe extérieur de richesse. Donc je suis pas sûr que les gens soient déçus par les dérives mercantiles de la tech, parce que ça a toujours été mercantile, mais je vois pas pourquoi ça serait pire qu'avant. Sur est-ce que l'innovation va trop vite ? Alors je suis désolé, mais pour moi les gens qui achètent des montres connectées tous les 6 mois, c'est des gogoles, quoi. J'ai envie de savoir c'est quoi leur projet, parce qu'aujourd'hui il y a aucun intérêt à acheter une montre connectée. Et je parle en connaissance de cause, hein, j'en ai acheté une. Je fais partie de ces gogoles. Je l'ai été, j'ai voulu tester et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on met autant dans un truc qui, pour le coup, n'apporte vraiment rien. Mais vraiment rien du tout. Et je comprends pas, plus généralement, le besoin qu'ont ces gens de tout posséder, de toujours posséder le dernier truc sur tous les secteurs de l'high-tech. C'est un truc qui m'échappe. C'est des gens qui ont des vies tristes. Et la 3e théorie, celle où on augmente nos attentes. Alors je pense que ça c'est un mal plutôt français. J'aimerais bien avoir le même type de sondage dans un pays où la population est un peu plus heureuse de vivre. Parce que j'ai l'impression on n'est jamais satisfait en tant que Français. Mais je commence à faire du hors-sujet. Donc je vais juste conclure. Ouais, je pense aussi. C'est que je pense que pour la tech, mais même en général, il faut juste que les gens apprennent à consommer autrement. Comme tu le disais un peu avec la voiture, on n'a pas besoin de tout posséder ou de tout acheter. Et on n'a pas besoin de croire tout ce qu'on dit non plus. Et enfin, François Courtis, quel est ton avis sur la tech, la lassitude du public ? En fait, j'ai commencé par une expérience personnelle et l'élargir. Quand j'étais il y a 10 ans, je m'intéressais à je lisais TechCrunch, Mashable ou les sites français de type Presse Citron, etc. Et tout le monde était excité par la tech, tout ça. Facebook dépassait les 100 millions d'utilisateurs, tout ça. C'était vraiment l'euphorie. Et petit à petit, je me suis complètement délaissé de ces futilités.
Et en fait, pour préparer l'émission, j'ai regardé non pas les audiences parce que j'ai pas accès, quoi, j'ai pas trop cherché non plus, mais donc des sites de type TechCrunch, Mashable, etc., etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un pic donc pas les audiences, j'ai pas cherché, mais sur Google Trends. Mais ce qui, d'après mon expérience, quand même est très proche des audiences, quoi, est corrélé aux audiences. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un pic d'intérêt pour ces mots-clés, Google, TechCrunch, Mashable, donc tous ces blogs qui parlent de tech, en 2011, quoi, ça monte jusqu'à 2011, et après, depuis 2011, ça redescend. Et bon, c'est exactement mon chemin, mais en décalé, vu que moi, je suis plutôt un early adopter du lifestyle. Vu que moi j'ai commencé à me désintéresser Un early adopteur du lifestyle. Oh, le buzzword. Un early adopteur du lifestyle VR, AR, bien sûr. J'ai tellement envie de mettre ça en titre. Tu sais. Le lifestyle des millennials. lifestyle. Voilà, donc j'ai dans le précédé futur. le move et voilà, donc c'est pour ça je trouve qu'il y a de manière générale, je trouve qu'on perd l'intérêt, quoi, que ça intéresse de moins en moins de monde, c'est tout. Tu veux dire la course à la tech? Ouais, là, juste comme sujet de news, Alors j'ai une la question. tech. Tech, politique, même combat? Peut-être. Et C'est-à-dire c'est sur cette interrogation que l'on va passer à la deuxième chronique. Donc ta chronique à toi, François Courtis. Que se passe-t-il dans le top iTunes des podcasts en Europe, dans les différents Putain, mais pays? le mec, il a tout imprimé, quoi. C'est beau, il nous a sorti ses feuilles. Ouais, moi j'imprime toujours mes chroniques. Les podcasts en Europe. Donc promenons-nous dans les podcastsphères européennes, en passant avec notre petit baluchon par l'Italie, l'Espagne, la France, tout ça, plein d'autres pays, l'Allemagne, etc. La Pologne aussi, évidemment. Et on va faire tout ça, évidemment, pas à pied, mais on va prendre les autoroutes de l'information, les autoroutes du podcast. Donc on va s'intéresser au top iTunes. Et là, il y aura un son de voiture qui démarre avec le pneu qui se crisse. Et c'est Laurent Ruquier qui les grosses têtes qui sont en tête Fermez vos dessus. gueules. Et commençons par les grands axes structurants, mais aussi par le débat qui agite le paysage français, c'est-à-dire la part des radios dans le top 50 du top iTunes. Et là, Tu la mettras. Oui, je la mettrai. Ouais, mais là, nous. Ouais, nous la met. Et là, on a un beau découpage nord-sud en fait. Au sud, ce sont les radios qui dominent, et au nord, ce sont plutôt les podcasts natifs indépendants. Et justement, à l'extrême, dans ces deux bornes, on retrouve évidemment la France, le pays de l'exception culturelle, avec moins de 20% de podcasts indés dans les 50 premières places du iTop. À l'opposé, de l'autre côté, on a la Pologne, avec 80% de podcasts indés dans les 50 premières places du top iTunes. Donc entre ces deux extrêmes, on a un peu tous les autres, par exemple l'Allemagne qui a 75% d'indés, ou l'Espagne-Italie qui est autour de 35% d'indés. Mais de toute façon, on va tout mettre les graphes sur Twitter. Peut-être pour l'Espagne, une petite curiosité, c'est que les 35% d'indés et donc 35 moins 100, 65. Les 65% de radio, ça vient pas du public, mais du privé, de Prisa, notamment un grand groupe de presse, qui détient d'ailleurs des news en France. Mais donc là, on a dégrossi le paysage, et maintenant passons au contenu de ces tops. Et là, c'est comme on va continuer l'analogie avec les paysages, avec les villes et tout ça, les autoroutes. Et comme dans les grandes villes, on retrouve les Starbucks, les McDo, les H&M, et bien c'est pareil. Putain, mais ce mec cite du Orelsan, quoi. C'est pareil dans tous les tops, en fait, de tous ces pays. On retrouve des podcasts de la BBC et des podcasts de TED Conférence. C'est-à-dire que dans tous les pays, il y a toujours au moins un podcast BBC et TED parmi le top 50. Ouais. Wow. Qui est impressionnant.
Mais maintenant, creusons un peu, visitons les petites spécialités de ces pays, quoi. C'est quoi la recette spéciale et les petites saucisses, tout ça. Alors, qui sont les podcasts indépendants? Qui sont les petites saucisses des pays qu'on va visiter? Next. Qui sont les podcasts indépendants les plus populaires du top iTunes? Alors, en Pologne, on trouve que des contenus business, que des trucs de start-upers, que dans mode opportunité, un peu de technologie. Et on a un peu de technologie. Voilà, donc c'est vraiment podcast pour early adopters. Et Du lifestyle. D'ailleurs, petite blague, il y a un podcast sur l'actualité d'Apple qui s'appelle La Compote. En français dans le texte? Non, mais c'est le même mot en fait. Ça D'accord. s'appelle compote. Avec Ok. un K. Ouais. Non, c'est vrai. Ah, la compote, oui, la non, mais pomme. rappelez-vous de la chronique de... Oui, il nous avait dit ils mettent des cas partout. Exactement, ouais. Deuxième pays, Allemagne. Alors là, on a beaucoup d'actualités et de politique, et notamment, ça c'est très intéressant, c'est que c'est avec des podcasts produits par des grands journaux, des grands news. Par exemple, Die Zeit, Spiegel. Donc vraiment du lourd, des gros médias, comme si Le Monde avait son propre podcast. Et justement, il y a un podcast qui marche bien, c'est celui de Die Zeit, qui tous les matins fait sa petite matinale en fait. Fait son petit journal de 10 minutes de radio. Donc petit clin d'œil au projet Les Croissants, Oui. qui va aussi lancer sa matinale, mais en indé. Projet français. Suède. Est-ce que justement vous auriez pas un petit stéréotype sur la Suède à me balancer en termes de contenu? Les fjords? Non, ça c'est... Non, en J'ai termes la de musique contenu. électronique. Contenu culturel? Ouais. Politique. L'ordi, c'était quel pays? L'ordi. L'ordi, elle est néo-zélandaise. Non, l'ordi, le groupe de hard rock Ah, je crois qu'ils sont finnois. chrétien qui a gagné l'Eurovision. Finnois, je crois. Ouais, finlandais, ouais, c'était. Oui, parce que finnois, c'est la langue. On peut pas dire de quelqu'un qu'il est finnois? Non, on dit qu'il est Oh. finlandais. Finnois, c'est la My langue. bad. Voilà, c'était le point Le culturel. Père, Et, le Père Noël, c'est en Finlande ou en Suède? de quoi En le Père Suède. Noël? Ouais. C'est en Suède, c'est en Laponie. Non, la Laponie, c'est la Finlande. Deuxième point culturel. Non. Mais si. Ah non, mais ça se rejoint au bout. Le bout, ça se rejoint. C'est comme les zizi. Merci. En fait, je voulais entendre de votre part tous les trucs, les polars, là, les criminels, genre Millennium. Ah, les romans noirs. Ouais, voilà, c'est ça. Et parce que justement, parmi les premières places, il y avait un truc de crime. Quels sont les plus grands criminels de la Suède, Ok. tout ça. Mais sinon, tout le reste, ça se rapproche vraiment de l'Allemagne avec politique, etc., etc. Peut-être un petit dernier, c'est l'Espagne, parce que là c'est un peu triste, parce qu'en fait énormément de podcasts, ce sont des podcasts pour apprendre des langues, allemand, anglais. Il y en avait, je crois que c'était 7 sur les 50 premiers, mais là tout confondu, radio confondu. Donc 7 sur les 50 premiers, c'était des podcasts de langue. Pourquoi Bah, c'est c'est triste? bien. Parce que, à mon avis, c'est triste parce que à mon avis, c'est le reflet de l'émigration. Des Espagnols qui partent en Allemagne pour travailler. Crise. Ouais, mais tu vois, l'anglais, c'est quand même bien que les podcasts pour apprendre l'anglais soient populaires. Ouais, Enfin, mais je veux dire, c'est c'est un peu triste. réaliste, quoi. Oui, mais c'est triste que ce soit le fait de la crise et que les gens soient obligés de se déplacer. Certes. Il faut- Par exemple, Après, c'est là- peut-être des amoureux de Goethe et qui veulent le lire dans le texte, tu vois. Oui, soyons optimistes. Et donc maintenant, finissons-en avec la France. Et la France, quelle est, à votre avis, la catégorie iTunes qui domine? Une idée? La radio. C'est le ketchup radio. Ouais. Religion et culture. Non, presque, parce que c'est tout ce qui est justement culture et société. Et donc par société, on a tous les podcasts, par exemple le Nouvel Esprit Public de Philippe Meyer. On a le truc là, le Bureau des Mystères aussi, le truc de Riviera Ferraille. Mais aussi, on a tous vos trucs de féministes, là, tous vos podcasts de féministes comme La Poudre, Les Couilles sur la Table, Quoi de Meuf, Chiffon.
Et aussi plein d'autres trucs, genre, je sais plus, plie ton linge podcast ou des trucs comme ça. Plie ton linge podcast. Non mais sérieux. Mais va te brûler. Non, alors j'explique cette blague. En fait, c'est une référence aux assises du podcast organisées par Nouvelles Écoutes, donc La Poudre et tout ça, donc féministe. Banquette. Et où est invitée Charlotte Pudlowski, qui disait que Qui est son l'animatrice mari, de transfert. oui, et qui disait que son mari étendait le linge en écoutant des podcasts. Donc c'est une référence à ça. C'est pas une blague. C'est que Ouais, c'est pas gratos. Voilà, Ouais, on y croit. mais oui, j'aimerais bien on y parce croit, que on je y vais avoir croit. des problèmes sinon. Ah là c'est mort. Voilà. Donc, on voit quand même, en France, les auditeurs de podcasts, c'est pas des petits spécialisés, c'est pas des early adopters comme en Pologne, mais c'est vraiment un public généraliste et féminisé. Généraliste, je vous rappelle qu'il y avait le sondage commandité par Audible qui disait que 39% des Français avaient déjà écouté un podcast. Quoi ? Ouais. Voilà. Et comment on en est arrivé là ? Comment on est arrivé justement à cette généralisation du public ? Merci à qui ? Eh bien, merci à Radio France d'avoir su démocratiser le podcast comme médium. Car c'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous et que tous les mois nous avons des nouveaux auditeurs. C'est grâce à vous, Radio France, si on voit des réseaux tels que Nouvelles Écoutes ou Binge se lancer. C'est grâce à vous qu'il y a C'est vrai. désormais des annonceurs. C'est grâce à vous que... Alléluia. Alléluia. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont inventé le podcast natif, hein, faut pas oublier ça. Mais alors, On l'oubliera jamais. Avec François Fillon et Internet. N'oubliez jamais. Jamais. alors, Ils ont eu le concours inventé Lépine pour ça d'ailleurs ou pas? Le podcast indé. Bah, à mon avis, c'est Radio France. il y a eu un prix Nobel quelque part hein, pour N'oubliez ça. jamais. sûrement. Qui a inventé Mais stop le l'ironie, podcast indé. car Stop moi l'ironie, le maintenant, mec, ça fait n'oubliez 3 minutes jamais. qu'il ironise. quoi Ah non, là je le pense vraiment sur France Inter, sur Radio France. Alors maintenant, je demande à tous les podcasts chialous de bien vouloir présenter leurs excuses. Oui, vous les petits chialous, qui à chaque article de Télérama, vous rappelez que les podcasts les podcasts de Radio France, c'est du replay, c'est pas du podcast. Nana. Oui, c'est chialous qui cassent tout le temps les radios. Et j'ai leur nom, j'ai fait une petite liste. Alors premièrement, Attends. C'est parti en roue libre là. J'avais pas du tout ça dans la chronique moi. Oui, il l'a caché je en l'ai la fin. effacé. Non, en fait je l'ai mis en blanc. Donc Bienvenue en France de 1940. N'est-ce pas? Donc j'ai mis j'ai les noms. Alors Thomas Crayon, pardon. Donc le blog du poditeur. Alors c'est le grand monsieur du podcast, faut pas le critiquer sinon tu meurs. Sur le coup. Eh bien c'est le premier contributeur du hashtag replay pas podcast. Hashtag replay pas podcast. Eh ben je lui réponds hashtag dis pardon Radio France. Et rend l'argent. Et rend l'argent. Le prochain, Le montage. Fibre Tigre qui de Studio 404 qui lors de la conférence sur le nouveau podcast avait dit on est des punks, on nous écrase par les radios tout ça. Bah, allez hop, le prochain à chialer et à dire pardon. Les prochains, c'est Cosmoflash qui n'est pas présent, mais on pense à lui, qui s'est moqué d'un article de Télérama car celui-ci ne listait que des replays de Radio France. Donc pas bien ça, Cosmo. Mais il y a aussi l'Oise, hein? Ouais. Flash T, sous X. Mais oui, tu vas voir. Flash T, sous X. Mais aussi les animateurs de Étienne de la Lumière, de l'Entrepode, Osef le podcast, Greg de Dosage de Fréquence Culture Moderne. 2000. De Culture 2000. Puisqu'ils ont liké le suscité tweet, donc le tweet de Cosmo. Dans le lot, il y avait aussi Podcaster qui peut-être qu'on devrait le punir
en l'appelant le Replay Store. Là, non, parce qu'il ne parle pas de replay, justement. Mais non, mais c'est Ouais, pas l'émission, Ouais, non, justement. oui, mais ils ont liké, quoi, ils ont participé Parce à qu'ils la sont dans la grande bande vague. des Tu veux les Yellow forcer avec à nous. parler de Catch-Up Radio? Non, mais ils ont participé à la grande vague du non, c'est du replay, pas du podcast. Alors que s'ils sont là, s'ils ont des auditeurs, c'est grâce, comme je le disais, à Radio France qui a démocratisé l'environnement podcast. Voilà. Et je vous rappelle, pour conclure, je vous rappelle, les petits chialous, que si on fait du podcast indépendant, c'est juste qu'on est trop mauvais pour être producteur à la radio. Eh ben ça, c'est une belle connerie. ça. Alors, recyclage. Alors, la rédaction de l'école des facs tient à préciser que l'opinion présentée ici est celle de son auteur et pas de l'entièreté de la rédaction. Sauf pour Cosmo, bien sûr. Et pour 500 À euros, part on vous donne son Grumbly est adresse. d'accord avec toi, Grumly et parce que Cosmo. Grumbly veut que tu l'aimes. Non, mais c'est Partage vrai cette qu'on opinion. ne remercie pas assez. On remercie pas assez Radio France pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Et moi, je tiens. Non, mais t'as raison. Je tiens à faire mon acte de contrition aujourd'hui et dire voilà, je savais qu'il y avait des gens parmi nous qui avaient une haine larvée contre la radio. Je n'ai rien dit. J'ai été lâche. Je n'ai pas agi. Je n'ai pas appelé le numéro de la commandanture. Et je le regrette. Et je tiens à me désolidariser, bien sûr, de l'équipe de l'école des facs et du tweet de Cosmo Flash c'était une erreur. J'ai été piégé. Heil Radio France. Ça sera coupé, ça, bien sûr. Rien du tout. Alors, sous X. J'ai pas grand chose à dire hein, parce que j'essaye de me détacher de tout ça. Mais les couilles sur la table, je trouve pas que ce soit un podcast féministe. Non, mais je sais pas, mais c'était. Un truc de En tout bobo, cas, c'est quoi. un podcast de société. Bobo gauchiste. Et qui montre quand même que c'est. Tous ces podcasts que j'ai cités montrent que c'est plutôt quand même une audience féminisée et généraliste, contrairement aux autres pays où on voit que c'est quand même plus early adopter. Du D'accord. lifestyle. Et au niveau du Donc moins mature. moins mature. Oui, dans le sens où c'est un paysage. Les autres pays, c'est un paysage moins mature parce que justement plus d'early adopters, pas encore du public généraliste. D'accord. Donc encore un public La France est en plus avance, tu veux dire, masculin. Oui et non, en parce termes qu'en fait, en termes d'élargissement d'audience. je pense qu'on se bat avec l'Allemagne. Mais je pense quand même que non. L'Allemagne, ils sont moins généralistes que nous, mais ils ont su très tôt quand même investir le mouvement et notamment le financer, le monétiser. Reformule dans ce cas-là. Enfin, moins mature. Wow. Reformule. Non, mature, si, un marché mature. On voit bien ce que ça veut dire. D'accord. Tu parles du marché, tu parles pas des auditeurs. Si, Le marché, ce sont les auditeurs. Eh ben dans le ce- marché, c'est toi, vu que dans- c'est gratuit. Ouais, mais dans ce cas-là, reformule. Enfin, Mais non. Ne reformule pas, te laisse pas faire. Il parle pas de la maturité des gens eux-mêmes, il parle de la Bah, c'est maturité comme ça que je le prends, en fait. Du marché. du marché. Mais t'es pas Le sur marché- Excel le ici, marché, on c'est reformule pas. le marché, c'est T'es pas sur Excel. Bref. c'est la taille de l'audience. Bref. Loise, quel est ton avis sur cette chronique en double partie avec twist surprise? Non, mais moi je vais aller direct au clash. Hein. ouais, Je m'en fous de l'analyse. J'ai tellement envie de le taper là. Oh putain, j'ai mal. En fait, ce que n'a pas saisi François dans ce like que nous avons fait envers notre maître à tous, comme So Flash, c'est que le tweet ne dénonçait pas que Radio France fasse des podcasts. Radio France fait des très bons podcasts et des très bonnes émissions de radio, et il n'y a pas de problème à ça. Le like et le tweet de Cosmo soulignait le fait que les gens, et toi-même tu l'as déjà dit ici, montrent toujours les mêmes podcasts quand on parle de liste de podcasts. Et que du coup, ça serait juste bien que les gens enlèvent leurs œillères, enfin les journalistes enlèvent leurs œillères pour voir qu'il y a d'autres podcasts dans le monde que ceux de Radio France. Donc ce n'était pas une diatribe contre Radio France que nous aimons et que nous écoutons car ils font de très bonnes émissions, mais contre... Radio France.
Exactement, mais contre l'étroitesse d'esprit de certains journalistes. De Radio France. Ouais. Non, mais oui, non, c'est vrai, il y avait de la mauvaise foi dans mon choix, je n'ai pas trouvé d'autres. Mais il y a quand même une guerre. Repens-toi. Ouais, non, il y a quand même une guerre du. Ah non, mais attendez, ça c'est pas du podcast, c'est du replay. Non, après, il y a un grand débat qui est assez inutile, mon opinion personnelle, qui est qu'est-ce que le podcast indépendant ? Ah non, c'est important ça comme débat. Non, on va pas le faire ici, mais c'est un truc que certains gens qui ne font pas de radio aimeraient garder pour eux, ce petit côté indépendant par rapport à la grosse machine qu'est Radio France. Mais comme on l'avait dit en conclusion du HS1, OSEF, tant qu'on fait un truc qui nous fait kiffer, c'est le principal, qu'on soit à la radio ou dans notre salon. Mais à partir du moment où tu deviens une grosse boîte toi-même, est-ce que t'es toujours indé ? Là est la question, mais c'est pas le débat. Ouais, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Désolé. Non, mais on en fera une autre chronique si tu veux, Flash. Ça m'intéresse. Ok. Moi, je rejoins Loise. Hein, t'as voulu troller, hein, genre, En marche. ça se sent bien. Non, je suis pas en marche. Toujours pas, Loise. Tu es tout seul, tu marches tout seul. Tu marches seul. Tu marches seul. Enfin bref. Non, mais je te rejoins sur le fait que justement, oui, c'est du bon gros troll que nous a fait notre ami François Courtis. Oui, oui et non. Hein. Moi, je suis quand même persuadé que sans Radio France, on n'aurait pas autant démocratisé le médium podcast. Là-dessus, je te contredis pas. Mais c'est sur le fait que tu amalgames les gens qui se plaignent du manque de visibilité qu'ils ont et de l'invisibilisation de leur travail par justement les journalistes qui font des articles sur les podcasts et qui ne citent quasiment que du replay radio ou les 2-3 gros studios producteurs de podcasts. Par paresse intellectuelle, parce qu'ils vont sur le top iTunes et puis ils prennent les premiers. Moi, j'ai envie de glisser vers l'analogie un petit peu provocatrice en disant que ça me fait un petit peu penser. Enfin, ta chronique à la fin, elle me fait un petit peu penser à ces gens qui disent All Lives Matters quand les Noirs américains se mobilisent en scandant Black Lives Matters. Tu fais un peu penser à ces gens qui essaient de détourner le débat de la minorité oppressée vers une pseudo-universalité. Réponds à ça. Justement, je préfère... Quoi, ouais, bon, je vais quand même essayer de m'éloigner le plus loin possible quand même, vu que comme on a trollé, rebondir en trollant sur du racisme, quoi, j'ai pas trop envie, mais je vois ce que tu veux dire. Non, oui, évidemment. Parce que le truc est pas là. On ne nie pas. On nie que Radio France a apporté la culture du podcast. Par contre, on aimerait bien. Enfin, nous, on est encore petits, mais on aimerait bien quand même être un petit peu plus connus. Mais c'est vrai que c'est très frustrant de lire article sur article qui ne parlent qui disent podcast et qui ne parlent que podcast Catch-up Radio. Oui, on ne le nie pas, mais aussi, ouais, non, tu as raison. Mais aussi, de l'autre côté, personne ne reconnaît le rôle positif de la France dans la colonisation. Non, là je plaisante, mais le rôle positif de la France, le rôle à quel moment dans le montage France, je coupe tout ça là? Tu coupes au dé. Attends, ça c'est dans les programmes d'histoire, hein, mon pote. Oh là 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 là. Mais si, ça c'est depuis Sarkozy, t'as ça dans les... Putain, moi je le kiffais bien en plus. Mais non, mais... Arrêtez, c'est trop dommage. Je savais pas que ça allait mettre un masque pour enregistrer cette émission. Depuis Sarkozy, ça c'est dans le programme d'histoire. Pour moi, c'est pas ça le débat, c'est juste que là tu t'éloignes énormément du sujet. Oui, non, au-delà des positions. Personne ne souligne le rôle positif de Radio France. Dans la colonisation. En fait, dans la démocratisation du podcast comme médium. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Bon courage, Sous-X. Mais on ne le nie pas. Moi, j'assume pas. Hein.
Ah non, mais moi non plus. Ce que dit le fait que ce soit dans les programmes d'histoire, c'est une honte. Ah, on est bien d'accord. Déjà, légiférer sur l'histoire, c'est une connerie. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Kepra, quel est ton avis sur cette chronique ? Je vais m'éloigner du débat Radio France. Je sais que c'est ce vers quoi François Courtis voulait nous amener, mais je vais me concentrer plutôt sur l'intro qui partie, a amené de manière un peu étrange à ce débat. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est la différence de contenu par rapport à ma chronique assez récente d'ailleurs sur YouTube. Et je trouve ça assez intéressant à la fois de constater que c'est en partie la maturité des marchés qui amènent différents types de contenus. Donc en effet, la Pologne avec des contenus qui ont l'air quand même assez orientés tech, business, donc où on n'est pas très orienté vers papa, maman et toute la famille. L'Allemagne où au final on se retrouve avec quelque chose qui est très proche de ce qu'on avait sur YouTube, où c'était des contenus beaucoup d'actualité, de politique, donc c'est assez drôle. Je sais pas si on le constaterait sur d'autres types de supports, mais on est quand même assez proche de l'image très caricaturale qu'on pourrait se faire de l'allemand un peu sérieux, et pareil sur le respect un peu des normes, et on suit des gros médias et c'est eux qui s'expriment, et je trouve que ça colle assez bien à l'image qu'on peut avoir de manière très vulgarisée de l'Allemagne et des Allemands. Pour la Suède, je sais un peu moins, j'avais pas regardé en plus sur YouTube ce qu'il y avait. Et sur l'Espagne, même s'il y a le côté triste, économique peut-être, ce qu'il y a aussi, c'est une notion de découverte, d'apprentissage, et ça colle assez bien avec ce qu'on voyait sur YouTube, donc je trouvais ça pas mal. Et à l'inverse, par contre, on voit sur la France que y a quand même cet impact majeur que là on y vient des médias traditionnels avec la radio, et c'est vrai que pour le reste, pour le coup, cette maturité fait qu'on est vite aller vers des thématiques qui sont tout aussi généralistes que peuvent l'être les thématiques de radio. Donc c'est assez intéressant de voir en effet, selon la manière dont le podcast est arrivé dans le pays et selon la culture, que tout ça existe. Après, on s'arrête sur le top 50. Je sais pas si le paysage des podcasts est aussi large que ce qu'on a en France, mais en France, c'est vrai que dans les podcasts indépendants qui vont pas forcément apparaître dans le top 50, on a une diversité de thématiques et un nombre de créateurs qui, encore une fois, se boucle assez bien avec les contenus YouTube qu'on voyait, avec un nombre de créateurs assez important. Donc nous avons un vivier assez fort en France de créateurs, que ce soit dans l'audio ou la vidéo, et c'est plutôt pas mal, quelle que soit l'origine. Merci Kepra pour cette belle note d'optimisme. On va terminer donc ce podcast sur une bonne note, c'est quand même sympa. Tweet, post, like, on sonne la fin de la récré. Et on commence avec Sous-X. Sous-X, quel est ton TPL cette semaine, ce mois-ci ? Alors, cette semaine, je n'ai comme d'habitude pas de TPL, et j'ai juste une chose à vous annoncer. Je vous ai déjà annoncé que j'allais être papa, et aujourd'hui, je vous annonce que ça va être un garçon. Donc voilà. Félicitations. Enfin, pas que ça aurait été plus mauvais avec une fille. Non, ça aurait été clairement plus mauvais. On sait tout ce qu'on veut des garçons. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Différent. Stay tuned. Voilà. Ça arrivera. Peut-être qu'il y aura un twist. C'était son doigt. La seule vraie info que j'ai pour le moment, c'est que ça n'a pas d'aile. Voilà. Bravo, il est bien tout seul, papa, t'en as pas 2, 3, 4. Non, il y en a qu'un. Il n'a pas d'aile, mais c'est quand même un ange. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Je te remercie. Loise, quel est ton TPL cette semaine ? Alors, mon TPL s'adresse à tous les gens qui font des cures de désintoxication par rapport à leur téléphone portable et à tout device connecté. Sachez que si vous n'êtes pas dans la possibilité d'aller camper au milieu d'un bois au fin fond de la Creuse, il existe pour vous un objet qui vous aidera à vous désintoxiquer d'avoir toujours votre téléphone en main. Ça s'appelle le Substitute Phone. Donc en fait, c'est juste un carré avec un boulier qui permet d'imiter le slide qu'on fait avec le pouce. Et ainsi, ça vous permettra de
soigner votre nomophobie? Rappelle-moi la définition de nomophobie. Alors la nomophobie, ce sont les gens qui ont peur de ne pas avoir leur téléphone portable sur eux, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ok, merci. D'accord. Un bon gadget qui va avoir beaucoup de succès. Kepra, quel est ton tweet post-like à toi? Alors c'est un extrait, enfin c'est dans une émission de Last Week Tonight par le très très bon John Oliver sur la présidence Trump, et en l'occurrence il y a un moment de cette émission où il aborde les magnifiques prestations de Trump dans ses discours, et où en fait il prend juste le texte, il regarde le sens que ça peut avoir, et en fait il compare ça à ce que pourrait donner un texte rédigé par un iPhone en suivant juste le texte prédictif, et en comparant les deux on se rend assez vite compte que le texte rédigé par l'iPhone peut être plus intelligible que celui du président américain. J'invite nos auditeurs à tenter de lire les transcripts de certains discours de Trump ou de regarder la vidéo qu'on mettra en lien suite au TPL de Kepra. Oh, le Trump bashing. This is huge. Fake news. Consequences will never be the same. Quant à moi, mon tweet post-like, c'est un tweet du compte Twitter Astro Affairs de Thomas Klemmer, qui est un photographe. Il fait des photos astronomiques et il a fait une série sur le Soleil. Et de temps en temps, on a besoin de se rappeler qu'on est peu de choses. Et là, en l'occurrence, c'est une photo de Mercure qui passe en transit devant le Soleil. Et on se rend compte à quel point Mercure est une toute petite planète, sachant que la Terre est à peine, je crois, 4 ou 5 fois plus grosse. Voilà, on se rend compte à quel point la Terre est petite et nous sommes minuscules. C'est beau. Petite leçon d'humilité pour conclure ce podcast. Nous sommes des poussières d'étoiles. Alors, achetez un aspirateur pour tout retirer. Quand même. Xiaomi, bien sûr. Xiaomi. Demandez à Kepra, il vous file un lien avec un bon code promo. Évidemment. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 15 de l'École des Facs. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, avec les transitions qui vont bien. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes. D'ailleurs, s'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez nous entendre, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire 5 étoiles, et promis, on se penchera dessus. Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe. On est présent sur les réseaux sociaux, les plus gros comme Facebook ou les plus petits comme Twitter. @École des Facs. Et sur Mastodon aussi. Nous avons une chaîne YouTube, l'École des Facs Podcast. Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site écoledesfacs.fr. Allez-y. Oui. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin. Je veux dire à ma femme que je l'aime. malgré plein de choses. Et nous sommes, nous sommes de la... Cela ne nous regarde pas. Allez, à dans 2 semaines. Allez, ciao. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouf, les gens. Sous X encore, pardon. Oh là là, mais... Le cadeau de François Courtis pour Noël, quoi. C'est sorti comme ça. Tout simplement. De quoi vous parlez? De toute la chronique, je trouve. Ah non, mais juste le gros caca là sur la colonisation, envoyé comme ça.